Des informations précises, concises et vérifiées à suivre en temps réel sur Magloire Radio et Télévision. Nous vous offrons chaque jour, du lundi au vendredi, des informations au niveau national, provincial et local. Sans oublier l'actualité internationale et celle sportive. Retrouvez la grande équipe rédactionnelle de Magloire Radio et Télévision chaque jour à 7h, 12h, 19h et 23h. Et soyez le premier à être informé. Magloire Radio et Télévision au cœur de l'actualité. Ce journal vous est offert par la Fondation Babazivé. Vous faites bien de nous choisir, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau journal. Commençons avec les grandes lignes. À la une de l'actualité, séjournant au Caire en Égypte, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Modion-Vita, sur invitation de son homologue, a pris part à la 4e édition du Salon égyptien de la Défense 2025 qui se tient du 1er au 4 décembre. Mise en œuvre de l'ordre opérationnel, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a effectué une mission d'inspection à l'aéroport de Ndjili. Dans sa suite, Jacquemain Chabani était accompagné du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, en vue de s'enquérir de l'application de cette mesure. À marge de la journée internationale des personnes vivant avec handicap, une table ronde a été organisée par le ministère de tutelle avec pour objectif réfléchir sur la mobilisation des ressources financières en faveur des projets de cette catégorie de personnes. Enfin, la séance plénière du mercredi 3 décembre 2025 à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga visait l'examination d'une proposition dédiée cruciale initiée par la vice-présidente Liliane Komba-Maka. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel de l'actualité. Place à présent au développement des titres. Une fois de plus, bienvenue. Ouvrons cette session d'actualité par cette information que vous venez d'ailleurs de suivre au sommaire. En mission officielle au Caire en Égypte, sur invitation de son homologue, le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale, Guy Kabombo Modion-Vita, renforce la coopération bilatérale militaire. La rencontre entre Guy Kabombo et son hôte vise à consolider le partenariat stratégique entre les deux pays. On en sait plus dans cet élément de reportage. C'est la 4e édition de Egypt Defense Expo EDEX 2025 qui a poussé le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants à effectuer une mission de service au Caire. Considérée comme l'une des plateformes les plus influentes en Afrique
Afrique et au Moyen-Orient dans les domaines de l'armement, la technologie militaire et de la coopération stratégique. La présence du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Modian Vita, à ce rendez-vous de haut niveau illustre la détermination du commandant suprême, le président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a engagé la République démocratique du Congo dans une véritable modernisation des FARDC et un renforcement des partenariats avec des puissances militaires reconnues, dont l'Égypte. Dans sa déclaration, le ministre de la Défense a salué l'accueil et la disponibilité de son homologue égyptien, soulignant un partenariat qui se consolide, porteur de solutions solides face aux enjeux sécuritaires auxquels la RDC reste confrontée. Il a insisté sur l'importance d'un échange technique direct pour identifier des équipements adaptés aux réalités du terrain congolais. Au cours de sa visite, Maître Guy Kabombo Modian Vita a soigneusement inspecté plusieurs pavillons d'exposition passant. Et puis, le ministre délégué aux Affaires étrangères, à la francophonie et diaspora, Crispin Mbadou, séjourne au Burundi en mission officielle pour une assistance de réfugiés congolais allant du 30 novembre au 2 décembre dernier. Regardez. Du 30 novembre au 2 décembre 2025, au nom du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement Souminois II, le ministre délégué aux Affaires étrangères, francophonie et diaspora, Crispin Mbadou Panzou, a conduit une mission humanitaire gouvernementale au Burundi pour réconforter le réfugié congolais installé au Burundi, accompagné de députés et sénateurs du Nord et Sud Kivu pour une assistance sociale devant des milliers de réfugiés. Crispin Mbadou Panzou en parle. Ce site ici accueille 22 000 personnes, donc soit 6 500 familles ou 6 500 ménages. Cette guerre, à cause de cette guerre nous imposée par le Rwanda via les substituts du M23, nos compatriotes se sont réfugiés au Burundi et c'est l'occasion ici de remercier le peuple frère de la République du Burundi pour leur hospitalité légendaire. Depuis la chute de deux provinces, Nord et Sud Kivu, le Burundi a accueilli 130 000 réfugiés congolais répartis dans 6 camps et 4 centres de transit. Confrontés à de nombreuses difficultés, le HCR a salué l'initiative et la responsabilité du gouvernement congolais et l'hospitalité du Burundi. Brigitte Mukanga, la représentante du HCR, a déclaré que la situation demeure extrêmement difficile, nécessite un soutien continu. Dans le reste de l'actualité, le patron de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Eluko, a procédé à une mission d'inspection surprise à l'aéroport international d'Ndjili le mercredi 3 décembre 2025. Dans sa suite, Jacquemain Chabani était accompagné du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo. Cette descente avait pour objectif s'imprégner de l'état d'application strict de l'ordre opérationnel qui désigne les services et organismes publics habilités à exercer aux frontières en République démocratique du Congo. Suite aux instructions du président de la République données lors de la 52e réunion du Conseil des ministres sur la mise en œuvre de l'ordre opérationnel dans les postes frontaliers, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Eluko Biango Jacquemain, accompagné du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba, a effectué ce mercredi 3 décembre 2025 une mission d'inspection surprise à l'aéroport international d'Ndjili à Kinshasa.
l'État. Objectif, s'enquérir de l'application de l'ordre opérationnel et protocole des voyageurs dans cette infrastructure aéroportuaire par les services concernés. Tout a commencé par une réunion stratégique qui a réuni tous les services chargés d'exécuter cette volonté gouvernementale qui consiste à éviter toute forme de tracasserie qui peuvent fragiliser la sécurisation de ce grand poste frontalier et à désigner clairement les services et organismes publics habilités à exercer aux frontières. Les deux personnalités se sont ensuite rendues dans chaque compartiment de l'aéroport jusque sur le tarmac pour palper du doigt les réalités parfois désastreuses que vivent les passagers. Contre toute attente, certains agents sur place ont été interpellés pour leurs actes inappropriés face aux normes établies. De la salle d'attente jusque sur le tarmac, en passant par l'immigration, la douane et les services de contrôle sanitaire, le vice-premier ministre Chabani s'est imprégné minutieusement de l'effectif et des rôles des agents affectés à chaque service. Ce pour éradiquer toute forme de tracasserie qui s'observe aux frontières de la République démocratique du Congo, ternissant ainsi l'image du climat des affaires. Uniforme, on l'a dit. Non, vous êtes de quel service? Le directeur général ad intérim de la régie des voies aériennes a, au terme de cette activité, salué cette démarche qui s'inscrit dans la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'apprécie beaucoup la visite de Excellences, le vice-premier ministre de l'Intérieur et le vice-premier ministre du Transport pour leur visite pour essayer de régler le problème de non-respect de l'ordre opérationnel. En fait, le non-respect de l'ordre opérationnel, c'est ce qui fait que quand vous descendez de l'avion, vous trouvez pléthore de services sur le tarmac, ce qui n'est pas admissible. Désormais, vous allez sentir quand même un changement parce qu'on a travaillé, les excellences ont travaillé, les autorités militaires et civiles ont travaillé et nous pensons que d'ici quelques temps, vous seriez satisfaits. Cette action qui résulte en outre de la volonté gouvernementale, renforcera les mesures sécuritaires et permettra une organisation structurée au poste frontalier du pays. Au chapitre de l'enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo a lancé les assises intergénérationnelles entre femmes ministres et jeunes. Un cadre d'échange destiné à renforcer la participation des jeunes femmes dans la prise des décisions. Soutenue par l'Organisation des Nations Unies Femmes, l'initiative visait le partage d'expériences. Regardez. C'est un cadre de partage d'expériences pour une relève assurée, un moment crucial pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Ce dialogue intergénérationnel entre femmes ministres et jeunes, organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire avec l'appui de l'ONU Femmes, a permis à cette nouvelle génération de s'imprégner de la vraie question liée aux défis auxquels est confrontée la femme congolaise dans le processus du développement de sa nation. Pour cette édition, le thème est « Jeunes leaders transformateurs pour toujours ». C'est la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, qui a présidé ces travaux. L'expression « ministre un jour, leader pour toujours » est porteuse d'un message puissant. Être ministre un jour, même symboliquement, signifie découvrir la complexité des décisions publiques, comprendre le poids des responsabilités, expérimenter l'art de gouverner au service de l'intérêt général. Mais au-delà de l'expérience institutionnelle, ce concept rappelle que le leadership ne dépend ni d'un titre, ni d'une fonction. Il se construit à travers la vision, l'éthique, la capacité à inspirer et à fédérer autour d'un idéal. Au-delà des discours, ces assises marque un tournant décisif dans la participation de la jeunesse au poste de prise de décision. De l'enseignement supérieur et universitaire allant en éducation où le gouvernement français, à travers l'Agence française de développement, a financé le ministère de l'Éducation pour la construction des infrastructures scolaires à Mbazangungu. C'est la ministre d'État, ministre en charge de l'Éducation nationale, Raïssa Malou, qui a procédé à la cérémonie de la pose de la première pierre. Cet élément de reportage nous en dit un peu plus.
Bientôt, la construction de quelques infrastructures scolaires en Banzangungu dans le Congo central. L'égo de la cérémonie de pose de la première pierre des constructions a été donné par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, en présence de l'ambassadeur de France en RDC. Financé par le gouvernement français à travers l'Agence française de développement, les projets Molakisi Téléman visent à renforcer la professionnalisation des enseignants et à accroître l'attractivité des métiers de l'enseignement primaire. Question d'améliorer la qualité de la formation initiale des enseignants de l'éducation des bases. En posant cette première pierre, nous affirmons notre engagement commun. Offrir à chaque enfant de la République démocratique du Congo une éducation qui lui donne les moyens d'agir, de comprendre le monde et de contribuer au développement de notre nation. Cette démarche s'inscrit dans la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de l'éducation un levier majeur de transformation nationale. Conformément à cette orientation, nous concrétisons aujourd'hui une réforme stratégique destinée à doter nos enseignants d'une formation mieux adaptée aux exigences contemporaines et à promouvoir une éducation plus équitable sur l'ensemble du territoire. Le futur institut, dont la construction s'étendra sur 5 années, représente un avertissement de 10 millions d'euros. Cette initiative s'inscrit dans la mise en œuvre du plan quinquennal 2024 et 2029 qui accorde une priorité stratégique au développement professionnel des enseignants en RDC. Ce centre moderne conçu pour l'excellence, le bâtiment aura une capacité totale de 360 places et comprendra notamment un internat de 80 places pour les jeunes femmes, 9 salles de classe informatique, une bibliothèque pour ne citer que cela. Et à l'occasion de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap, le 3 décembre, une table ronde a été organisée par le ministère des tutelles. Cette dernière a réuni différentes institutions. L'objectif était de réfléchir sur la mobilisation des ressources financières en faveur des projets qui visent à renforcer l'entrepreneuriat des personnes vivant avec handicap. Les personnes vivant avec handicap retrouvent leur dignité et leur place au sein de la société congolaise grâce à la politique gouvernementale d'inclusion sociale. La table ronde organisée par le ministère en charge des personnes vivant avec handicap en collaboration avec l'ambassade du Royaume-Uni se veut un plaidoyer sur la présentation des projets structurants à impact visible et tangible visant leur inclusion sociale. La ministre déléguée Irène Sambodiata en appelle à la mobilisation des fonds pour la réalisation de ce projet. Nous savons que les partenaires viennent pour aider la République démocratique du Congo à pouvoir aller de l'avant. Nous avons plus de 30 hectares que nous avons acquis, où nous voulons construire des logements sociaux pour les personnes avec handicap. Pour Kinshasa, nous avons besoin des bureaux pour les divisions provinciales. Pour les personnes aveugles, il y a des métiers que ces personnes peuvent exercer sans beaucoup de difficultés. C'est le massage thérapeutique. Et nous voulons intégrer ces projets de massage thérapeutique au sein de l'Institut national pour aveugles. Tous les partenaires billets multilatéraux ont salué le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la promotion sociale des personnes vivant avec handicap. Le ministre d'État en charge du plan, Guilé Nyembo, en appelle à la mutualisation des efforts avant que la ministre d'État des Affaires sociales, Eve Bazaïba, exhorte les compatriotes à s'impliquer pour lever les fonds à l'interne malgré l'apport des partenaires. Le directeur général du Fonds national d'appui à l'accessibilité et à l'autonomisation des personnes avec handicap, Charles Ngoy, a présenté les missions assignées à cette structure technique chargée de financer des projets économiques, sociaux et culturels en faveur de cette frange de la population. Un signal fort, celui d'un Congo qui avance vers une société plus inclusive, déterminé à valoriser tous ses citoyens sans distinction. Ici en province, sous la présidence de l'honorable Kaboué Mwamba Michel, les élus provinciaux
ont examiné mercredi 3 décembre 2025 l'économie d'une proposition dédiée cruciale initiée par la vice-présidente Liliana Komba Maka. Ce texte vise à établir les principes fondamentaux relatifs au trafic routier sur les axes à haut risque de la province. La journée a également été marquée par l'interpellation des conseillers communaux de Lubumbashi qui ont exposé au bureau de l'Assemblée provinciale les difficultés de fonctionnement conduisant à la mise en place d'une commission pour résoudre ce problème avant l'adoption du budget 2026. Esther Mbouyi et Alain-François Chisoka nous en disent un peu plus. Poursuite ce mercredi 3 décembre 2025 de travaux en plénière sous la direction du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kaboumamba Michel, avec la présentation de l'économie de la proposition de dit portant principes fondamentaux relatifs au trafic routier sur les axes à haut risque dans la province du Haut-Katanga par la vice-présidente de cette institution parlementaire, Komba Maka Liliane. L'initiatrice a expliqué aux honorables députés les motivations ayant conduit à son élaboration. À cet effet, nous avons travaillé pendant 7 jours, du 14 au 21 octobre 2024 dans la salle VIP, en concertation avec tous les services urbains et protection chargés de la protection et prévention routière dans le cadre de la communication parlementaire. Il est entendu que la commission parlementaire et l'ensemble des mécanismes mis en place par un parlement pour se faire connaître et prendre connaissance des informations pertinentes qui concernent la vie des populations ici représentées par nous et qui sont susceptibles de conduire à des actions parlementaires. C'est dans ce cadre que nous nous sommes déployés au sein du cadre de concertation pour examiner en profondeur les causes des accidents mortels régulièrement décriés par nos populations. Usagers de nos routes afin de proposer le présent édit pour arrêter définitivement les causes des accidents qui enlèvent les familles dans la province du Haut-Katanga. Bien avant, les conseillers communaux de la ville de Lubumbashi ont porté leur cri de détresse auprès du bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga suite aux difficultés rencontrées dans le fonctionnement de leurs institutions. Nous prenons la parole aujourd'hui en ce moment où l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga est en train d'examiner le projet du budget exercice 2026 pour rappeler avec gravité la situation de nos institutions communales. En effet, notre législature, déjà dans sa deuxième année, s'est déroulée dans des conditions très difficiles, marquées par l'insuffisance des moyens logistiques et financiers, et ces contraintes ont frein l'élan du développement à la base, là où pourtant bat le cœur de notre peuple. Honorable Président, à plusieurs reprises, nous avons frappé à la porte de cette grande institution, organe délibérant et autorité budgétaire de la province du Haut-Katanga, car nous savons que la solution à la précarité de nos institutions locales ne peut provenir que de vous. À cet effet, une commission a été mise en place pour travailler ensemble avec l'exécutif sur cette question avant l'adoption du budget 2026. Poursuivons ce journal avec la note sportive juste après cette transition. En sport, la 31e édition de la Ligue nationale de football de la République démocratique du Congo se poursuit normalement. Dans la soirée du mercredi 3 décembre 2025 à Kinshasa,
L'équipe de MK Étanchéité s'est imposée par la marque d'1-0 face à l'OC Bukavu Dawa. Et à Lubumbashi, Bazano a fait jeu égal de 2 buts partout face à Chinkunku. C'est un commentaire de Bovin Kezadilou Kwanga rendu par John Moussonda. La scène s'est déroulée à Kinshasa où la formation des MK Étanchéité s'est fait sentir dans la poursuite de la Ligue nationale de football de la RDC face à OC Bukavu Dawa. Cette équipe quinoise s'est distinguée par la note étriquée de 1-0. Un but qui a amené toute l'équipe des MK aux anges pour les comptes de la 31e édition de la Ligue nationale de football. Attention avec cette tête de Namboka Beni! L'ouverture du score de Yuma, signé Namboka Beni. Toujours dans cette compétition, ici à Lubumbashi, l'équipe des groupes Bazano n'a pas réussi à faire l'essentiel devant Chinkunku. Les deux équipes se sont séparées par un score de 2 buts partout. Dans une affiche très engagée, dont cette dame victoire ne s'est pas invitée dans la soirée du 3 décembre 2025 au stade Kibasa Maliba de la Kenya. Un match où toutes les deux équipes ont montré valablement leur force et se sont partagés les points. Terminons cette session d'actualité avec les informations en dehors des frontières nationales. À titre phare de la page internationale, la première audience devant la Cour pénale internationale pour le Libyen El Ishri le mercredi 3 décembre 2025, suspecté des crimes contre l'humanité et crimes de guerre. C'est un condensé ici proposé par Grégoire Kazuba. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle synthèse d'actualité en international. En Libye, première audience devant la Cour pénale internationale le mercredi pour le Libyen El Ishri, suspecté des crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Commandant en chef à la prison de Mitiga, il aurait ordonné ou supervisé des crimes dans cet univers carcéral entre 2015 et 2020. De mauvais traitements qu'il aurait infligés aux détenus de la prison, y compris le meurtre d'une personne et la supervision du meurtre, du viol et de la torture d'autres personnes. Selon le chef d'accusation, lu lors de l'audience publique, il n'était pas tenu de plaider coupable. Cette comparution visait à présenter le chef d'accusation et vérifier l'identité de l'accusé, notamment Khaled Mohamed Ali El Ishri, 47 ans, a demandé sa remise en liberté provisoire de cette audience préliminaire. Et au Mozambique, près de 100 000 personnes ont fui les violences au cours de 2 dernières semaines. Les attaques à des groupes armés menacent les communautés qui avaient précédemment accueilli des familles déplacées. C'est le 4e afflux massif auquel le nord du Mozambique a été confronté au cours des derniers mois et les ressources manquent vraiment. La réponse est suffisante. Les gens ont bien sûr besoin d'aide. Ils ont besoin de nourriture, d'abri d'eau, de soutien et ils arrivent traumatisés. La santé mentale est absolument nécessaire ici aussi et bien sûr la capacité n'est pas là. La communauté d'accueil est déjà débordée. Par conséquent, ils vivent dans des abris communautaires, dans des salles des classes surpeuplées, explique Xavier Kreitch du HCR, et d'ajouter cette situation de manque d'assistance et de surpeuplement des abris entraîne de nouveaux risques de protection pour les personnes, bien sûr pour les enfants. Enfin, le droit des animaux, alors que le commerce des animaux de compagnies exotiques en ligne ne cesse de se développer, les défenseurs de l'environnement réclament davantage d'actions. C'est dans cette optique que se doit se tenir jusqu'à vendredi la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction à Samarkand en Ouzbékistan. Iguana des îles Kalagopos, tarentule
crocodile d'Amérique latine et une tortue africaine à l'allure étrange. La rencontre entend durcir la réglementation, interdire le commerce de ces espèces. Un rapport couvrant 18 pays hispanophones d'Amérique latine indique que plus de 100 000 animaux ont été saisis ou braconnés entre 2017 et 2022. La Tanzanie s'est engagée à mettre en œuvre les décisions de la Convention. La Tanzanie est prête à collaborer avec le secrétariat, le comité pour les animaux et les autres parties pour développer des outils de mise en application, améliorer la traçabilité du commerce et s'assurer la conservation des amphibiens et la gestion du commerce, s'aligne sur l'objectif de la CITE. L'adoption de ces décisions contribuera à la sauvegarde des espèces d'amphibiens, renforcera la coopération internationale et soutiendra notre objectif commun de conservation durable de la biodiversité, a déclaré la représentante du pays d'Afrique de l'Est à la CITE. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette synthèse d'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Que la paix soit votre partage. Ce journal vous a été offert par la Fondation Baba Zivé.